Je vais donc inviter Jean-Guy Talamoni, qui a été président de l'Assemblée de Corse de 2015 à 2021, militant du parti indépendantiste Corsica Libera, également membre du Conseil de la langue et de la culture corse. Et il a publié de nombreux ouvrages, tant sur la politique de l'île que sur la langue corse. Et son intervention porte aujourd'hui donc s'intitule « Du projet de société à l'évolution statutaire ». Merci aux organisateurs de m'avoir invité donc, pour vous parler de l'autonomie par le droit, puisque c'est donc l'intitulé, la thématique de ce panel. Alors, l'autonomie par le droit. Droit, c'est vrai que moi je suis un juriste de formation et à ce titre-là, je connais l'intérêt du droit, l'importance du droit, mais aussi les limites du droit. Et c'est surtout des limites que je voulais vous parler. Quant à l'autonomie, en ce qui me concerne, je ne suis pas autonomiste. Je crois que vous le savez, je suis indépendantiste. Et c'est bien la souveraineté pleine et entière que nous poursuivons en ce qui nous concerne, s'agissant de la Corse et s'agissant, bien entendu, de la partie des Corses qui sont indépendantistes. Alors, la question juridique, parce que effectivement, la question juridique, elle est importante à un moment donné, et c'est bien aussi de commencer à y réfléchir aujourd'hui, mais elle n'est évidemment pas première. Elle n'est pas première, et le droit, tel qu'il est, ne s'est jamais imposé face à une volonté politique. L'histoire, et même une histoire récente, nous montre que le droit se plie parce que c'est une production sociale et il se plie toujours devant la volonté politique. Et puis sinon, comment l'Algérie aurait pu devenir indépendante, puisque c'était des départements français qui n'avaient absolument pas le droit de sécession. Alors évidemment, il y avait une situation particulière, un rapport de force, militaire d'abord, mais aussi politique et diplomatique, rapport de force qui a fait que la France a été obligée de changer, y compris, bien entendu, ses textes les plus importants. Donc le droit s'adapte, et je crois qu'il est dangereux, de notre point de vue, de peuples qui cherchent à se maintenir et à se développer, qu'il est dangereux de commencer par les armes de l'adversaire, et des armes qui sont extrêmement fragiles, mais qui ne tiennent leur solidité que du crédit que nous leur donnons, nous. Si nous commençons par parler de droit dans les discussions avec Paris, c'est sûr qu'ils auront toujours un alinéa d'un article, d'un texte quelconque, peut-être constitutionnel, faisant partie du bloc de constitutionnalité, qu'ils nous opposeront. Et puis, avec son Conseil constitutionnel, qui n'est pas une vraie juridiction, contrairement à ce que l'on nous apprend dans les facultés de droit, qui est un organe tout à fait politique, eh bien, son Conseil constitutionnel va bien sûr nous remettre à notre place en disant « Mais voyons, ce que vous demandez, ça n'est absolument pas possible. » Donc le droit, moi je crois que véritablement, il faut dans un premier temps le tenir à distance et construire l'essentiel, à savoir un projet de société, un projet national, et puis bien entendu une stratégie de lutte. Alors, en ce qui nous concerne, nous pouvons témoigner de notre expérience en Corse, et nous le faisons avec modestie, sachant que, bien entendu, il n'est pas question pour nous de donner des conseils aux Bretons ou à qui que ce soit, parce que chaque peuple trouve à la fois son projet de société, son projet national, et également ses moyens de lutte en fonction de sa situation propre, de son imaginaire propre. C'est une notion importante, d'ailleurs, qui a été développée à l'instant dans une communication que j'ai trouvée tout à fait passionnante, son imaginaire propre, et c'est en fonction de tout cela que l'on cherche à mettre en place un projet de société et ensuite une stratégie. Les deux n'étant pas, bien entendu, dissociés, mais que nous distinguons pour la clarté du propos. Alors, notre expérience, la contribution corse en quelque sorte à cette ingénierie de la reconstruction nationale. On pourrait dire les choses de cette manière-là. Alors, la contribution corse, après l'annexion par la France au XVIIIe siècle, il y a eu une démarche de francisation extrêmement énergique qui s'est développée notamment pendant tout le XIXe siècle de manière très très forte. Alors, ça a été une normalisation linguistique, ça a été une francisation culturelle, et cela était tout à fait explicite.
Tout le monde disait, en tout cas les responsables politiques et administratifs, qu'il fallait bien entendu apprendre aux Corses à parler le français et leur apprendre également à oublier le corse et l'italien qu'ils maîtrisaient à l'époque. Et puis, bien entendu, il fallait aussi qu'ils changent de mœurs, qu'ils avaient des mœurs un peu barbares. Et le romantisme français a évidemment fait beaucoup pour donner de la Corse cette image, je dirais, archaïque et barbare. Vous avez certainement lu Mérimée, mais pas seulement. Et par-delà les qualités littéraires de ces auteurs, il y avait aussi une idéologie qui était à l'œuvre. Donc, franciser la Corse et les Corses, à la fois sur le plan linguistique et également sur le plan de leur vie et de leurs mœurs. Alors, notre culture a été folklorisée, évidemment. Bon, ça, c'est quelque chose qui ne vous étonnera pas, parce que je crois que nous sommes nombreux dans ce cas. Et donc, cela a conduit à ce que mon ami Albert Memmi, qui était aussi un grand penseur de la décolonisation, Albert Memmi appelle la haine de soi, dans son portrait du colonisé, la haine de soi. Et la haine de soi, effectivement, a imprégné les cœurs et les esprits en Corse. Et il n'y a pas si longtemps, nos grands-parents et parfois même nos parents pensaient que finalement, ce qu'il fallait, c'était de s'assimiler complètement, de devenir des Français comme les autres, disait-on. Et finalement, ces Corses-là pensaient, jusque dans les années 60, c'est pas si vieux, pensaient que leur langue n'avait pas de valeur, bon, ça aussi, ça vous rappellera sans doute quelque chose, que c'était un patois, que cela empêchait d'apprendre correctement le français. Alors maintenant, aujourd'hui, évidemment, plus personne ne dit ça, puisqu'on a démontré de manière scientifique que c'est tout à fait l'inverse, bien entendu, et cela a été dit d'ailleurs tout à l'heure, alors que ça empêchait de parler, et puis que surtout que c'était la trace d'un archaïsme qu'il fallait dépasser. Donc cette haine de soi, qui est propre d'ailleurs à tous les pays sous domination, les pays colonisés d'une manière ou d'une autre, cette haine de soi a bien sûr frappé les Corses. Alors, il y a eu cependant une première tentative de renaissance nationale dans l'entre-deux-guerres, mais malheureusement, cette tentative a pris fin brutalement avec la Seconde Guerre mondiale. Une poignée d'auteurs corses, qui étaient aussi des politiques, s'étaient compromis. Je crois que ça existe aussi dans d'autres pays, qui s'étaient compromis avec l'occupant italien et étaient devenus irrédentistes. Et cette petite poignée a servi à déconsidérer, à disqualifier l'ensemble de la démarche de l'entre-deux-guerres, qui était une démarche culturelle, politique, autonomiste. Autonomiste, beaucoup plus qu'indépendantiste à ce moment-là. Alors, ensuite, il y a eu la traversée, ce que nous appelons la traversée du désert, et puis il y a eu, dans les années 60 et 70, une véritable renaissance que l'on a appelée le miracle du riacquist. Alors, le miracle, pourquoi le miracle? Parce que, alors, riacquist ou réappropriation. Pourquoi le miracle? Parce qu'à ce moment-là, tout portait à croire que la Corse était en voie d'être complètement francisée. Le déclin de la langue, bien sûr, la participation aux guerres, la participation des Corses aux guerres semblait avoir anéanti le sentiment national corse. Les clans verrouillaient la société et la démocratie ne s'exerçait pas en Corse. Les clans verrouillaient, y compris sur le plan électoral, tout à fait la société corse et Paris couvrait toute leur turpitude en matière de fraude électorale, en matière de détournement des deniers publics. Alors Paris couvrait tout cela, moyennant bien sûr l'allégeance de ses chefs de clan, l'allégeance quotidienne au drapeau bleu-blanc-rouge et à la République française. Et donc c'est dans cette situation, au début des années 70, que les choses, et au milieu des années 70 ensuite, que les choses ont commencé à bouger, et à bouger de manière extrêmement forte. Alors, il y a eu quelques tentatives de se présenter aux élections. Bon, à ce moment-là, les Corses ne prenaient pas tellement au sérieux ceux que l'on appelait les autonomistes. Et puis, il y a eu l'affaire d'Alire, il y a en 1975, dont vous avez entendu parler, le docteur Edmond Simeoni, qui a pris la tête d'un commando. Alors, évidemment, les choses devenaient beaucoup plus sérieuses, mais en même temps, elles sortaient de la légalité française. Et cela a, c'est vrai, permis de jeter une lumière sur la question corse et également de réveiller quelque peu ce sentiment national qui était largement enfoui. Et puis, il y a eu aussi, et je dirais aussi et surtout, l'année suivante, en 1976,
la création du Front de libération nationale de la Corse, qui a mené une lutte pendant 40 ans, qui était une lutte politico-militaire. Alors cela aussi a fait beaucoup pour que les Corses prennent au sérieux les nationalistes. C'est vrai que dans notre imaginaire national, des Corses qui décidaient de prendre les armes, et c'est vrai que alors c'est un défaut sans doute plus qu'une qualité s'agissant de notre culture, mais c'est vrai qu'il y a une inclination particulière qui est due à ce que nous avons connu dans notre histoire, à avoir un respect et une sympathie pour les armes et pour l'activité guerrière tout au long de notre histoire. Alors cela a pu avoir de très très bons côtés, notamment au moment de l'occupation italienne que nous avons subi, puisque nous avons été les premiers à nous libérer en septembre 1943. Donc cela a pu avoir aussi parfois des inconvénients et surtout cet inconvénient majeur que la France s'est servi beaucoup des Corses comme chair à canon. Là aussi, je crois que nous ne sommes pas les seuls et que ce propos rappellera un certain nombre de choses à certains d'entre vous. Chair à canon, alors les Corses qui eux-mêmes se voyaient comme des guerriers, les Français qui en avaient bien besoin, les Corses partaient en première. Alors vous savez, la question de l'imaginaire, j'en ai pas tout à l'heure, j'ai dit ce mot, c'est extrêmement important. Alors beaucoup pensent à l'imaginaire, l'imagination, enfin tout ça n'est pas très sérieux. Non, l'imaginaire, c'est ce qui détermine le comportement. Je discutais il y a maintenant quelques longues années déjà, avec un Corse qui était le père d'un ami et qui avait fait toutes les guerres, qui était un héros de guerre, qui avait des médailles, il ne savait plus quoi en faire. Et il avait cette honnêteté de dire la chose suivante. Il disait, vous savez, quand on demandait des volontaires pour aller en première ligne pour des opérations dangereuses, eh bien, nous, les Corses, nous étions toujours les premiers à être volontaires. Mais nous avions peur autant que les autres, pas moins. Mais vous comprenez, on nous voyait arriver comme des sauveurs et nous-mêmes, nous voyions aussi de cette manière-là. Parce que dans notre imaginaire, nous étions des guerriers. Alors c'était très honnête de sa part de le dire, parce qu'il aurait pu dire nous étions courageux, nous étions... Non, il a dit nous avions peur autant que les autres. Mais alors, tout ça pour vous dire que l'imaginaire, la façon dont on se voit effectivement en Corse, il était très très difficile de faire l'impasse aussi sur cette part de nous-mêmes. Et je dirais qu'une stratégie non violente à la Gandhi, que nous respectons profondément, était tout à fait inapplicable à la Corse, tout à fait. Et c'est vrai que le miracle du Riacuiste, où ça a été un miracle sur le plan culturel, sur le plan linguistique, des groupes qui ont véritablement développé des facettes de notre culture extrêmement sophistiquées et d'une finesse incroyable, une énergie également, mais il y a eu aussi la lutte armée. Et c'est ce qui a fait que nous avons eu quelques avancées. Moi, je veux le dire très clairement, et encore une fois, ce n'est pas pour dire aux Bretons de faire ce que les Corses ont fait pendant 40 ans, loin de là. Chaque peuple trouve son chemin. Mais s'il n'y avait pas eu la lutte politico-militaire du FLNC, il n'y aurait eu aucune des avancées que nous avons eues. Aucune. Paris n'aurait jamais consenti à ouvrir à nouveau l'université de Corse qu'il avait fermée, qui existait et qu'il avait fermé au moment de l'occupation française au XVIIIe siècle. Nous avons obtenu cette réouverture au début des années 80 par la lutte et par la lutte la plus déterminée. Nous n'aurions jamais obtenu 4 statuts particuliers. Le premier, au début des années 80, qui a vu la création de l'Assemblée de Corse. 3 ont suivi. Nous n'aurions pas réussi à protéger notre littoral qui était voué au béton et qui était voué au béton de manière extrêmement déterminée par l'administration française. Si vous jetez un coup d'œil sur un schéma d'aménagement qui, grâce au ciel, n'a pas pu être mis en œuvre, qui a été réalisé au début des années 70, vous verrez ce qui était prévu pour la Corse, c'est-à-dire l'anéantissement pur et simple de notre communauté en tant que peuple, en tant que communauté originale. Et c'était écrit en toutes lettres, notamment dans un rapport qui avait été condamné à un institut, qui avait été commandé à un institut américain, l'Hudson Institute, où on disait, eh bien, il y avait 2 options, mais l'option qui avait été retenue par l'administration française, c'était d'éroder le plus rapidement possible toute spécificité culturelle corse. Alors, c'est vrai qu'il y a eu ce mouvement du Riacuiste,
ce mouvement du Riaquistou, qui encore une fois était, je dirais, développé une stratégie sur plusieurs terrains de lutte, à savoir bien entendu la lutte de masse avec les associations, avec les groupes et avec la mobilisation populaire. Il y avait la lutte institutionnelle qui s'est développée peu à peu avec des participations aux élections, et puis il y avait également la lutte armée. Mais ce faisant, nous n'étions pas très originaux puisqu'il y avait notamment nos amis irlandais ou nos amis basques qui faisaient à peu près la même chose, donc à la même époque. Mais encore une fois, chacun avec son imaginaire et son propre cheminement. Alors, voilà comment les choses se sont passées. Et puis, les Corses ont commencé à faire de plus en plus confiance aux nationalistes et à se rappeler que la Corse était une nation. Les Corses, pour une majorité d'entre eux, ont alors compris, ce qui n'était pas le cas quelques années avant, que leur langue avait une valeur, que leur culture avait une valeur, qu'elle n'était nullement archaïque, que c'était une manière de participer au monde et donc qu'il fallait la protéger et qu'il fallait la développer. Parce qu'elle n'était certainement pas meilleure que la langue ou la culture d'un autre peuple, mais qu'elle était aussi ce que nous étions, et donc qu'il fallait absolument le préserver. Et ça, c'était une nouveauté, cette rupture avec la haine de soi, ça a été une nouveauté qui est le fruit de la lutte nationale. Au début des années 2010, eh bien, Nicolas Alfonsi, qui était un homme politique important, qui était la figure de proue de l'antinationalisme, qui a siégé longtemps à l'Assemblée, que j'ai très bien connu, mais qui était un adversaire et presque un ennemi, Nicolas Alfonsi, au début des années 2010, dit, bien voilà, les nationalistes ont gagné la bataille culturelle. Et je crois que ça, c'est véritablement l'essentiel du message que moi, je voulais porter donc, au titre de notre petite expérience. Nous avons gagné la bataille culturelle. Nous avons gagné la bataille culturelle parce qu'aujourd'hui, les Corses sont convaincus que, dans leur grande majorité, que la langue corse est extrêmement importante, y compris ceux qui ne savent pas la parler, pensent que c'est très important. Que la culture corse est une culture à préserver, que notre patrimoine naturel ne doit pas être livré au béton, mais qu'il doit être protégé. Une majorité de Corses pense également que ceux qui se sont battus et qui sont toujours prisonniers doivent être libérés. Une majorité de Corses pense qu'il doit y avoir une évolution institutionnelle importante au bénéfice de la Corse. Et dans cette majorité de Corses, il y a aussi beaucoup de Corses qui pensent que cette évolution institutionnelle doit conduire à la souveraineté pleine et entière, l'indépendance nationale. Mais encore une fois, ça n'est pas une majorité de Corses qui pense cela au moment où je vous parle, et je dois à l'honnêteté de vous le dire. Mais les indépendantistes sont aujourd'hui nombreux quand même au sein de la société corse. Alors, nous avons gagné la bataille culturelle. Et pour rester dans un schéma d'Antonio Gramsci, un schéma gramscien qui me paraît extrêmement aisé à appliquer à une telle situation, la bataille culturelle étant gagnée par une guerre de position, toujours les expressions gramsciennes, pouvait venir le temps de la guerre de mouvement. Alors la guerre de mouvement, y compris pour Gramsci, ça peut être bien sûr la présentation aux élections. Et là, il y a eu effectivement une offensive électorale. Mais cette offensive électorale n'a pu être possible que par une décision préalable du Front de libération nationale de la Corse en 2014. Et le Front de libération nationale de la Corse a annoncé en juin 2014 qu'il sortait de la clandestinité. Tout ça pour, évidemment, permettre, compte tenu de l'évolution de la situation, compte tenu du fait que beaucoup de Corses étaient désormais convaincus, y compris beaucoup d'élus non nationalistes étaient obligés de venir sur les terrains qui étaient les orientations qui étaient les nôtres en matière culturelle ou en matière de protection de notre foncier, de notre terre, eh bien, le FLNC a dit, aujourd'hui, peut-être que les armes peuvent laisser, suivant le mot romain, les armes peuvent laisser la place à la toge et pourquoi pas la loi remplacer la protection qui avait été exercée jusque-là, il faut bien le dire, par les bombes. Le droit, ça voulait dire que, bien entendu, les nationalistes devaient, à ce stade-là, s'emparer, y compris des institutions, si les Corses le souhaitaient, ce qui était manifestement le cas, puisque 2014, le FNC prend cette décision. Immédiatement, les deux courants du nationalisme, c'est-à-dire les autonomistes et les indépendantistes, se rapprochent. 2015, l'année suivante, élections territoriales. Au premier tour, les deux courants vont aux élections séparément. Dans l'entre-deux tours, il y a un rapprochement entre les deux courants et un accord. Et
cet accord permet une victoire en décembre 2015, une victoire des nationalistes qui accèdent aux responsabilités les plus importantes au sein des institutions de la Corse. En 2017, 2 ans plus tard, nouvelles élections territoriales, et à ce moment-là, les nationalistes unis obtiennent la majorité absolue. Alors ça veut dire qu'une majorité absolue de Corses ont voté pour un projet qui était ouvertement national corse. Et donc on aurait pu se dire quand même qu'avec une telle décision, Paris serait amené quand même à revoir sa position à l'égard de la Corse. Ne serait-ce que non pas pour donner l'indépendance immédiatement à la Corse, mais pour revoir sa position, réaménager les relations entre la Corse et Paris avec des négociations sérieuses. Cela, c'était le respect du suffrage universel. Hein. À un moment donné, M. Valls a dit « Je ne sais pas ce que ça veut dire la nation corse ». Là, il avait dit ça entre 2015 et 2017, c'est-à-dire au moment où il était encore aux responsabilités. Je ne sais pas ce que ça veut dire la nation corse. Simplement, la nation corse, c'était ce pourquoi les Corses avaient voté. Et si on se réfère à la doctrine française et à ses auteurs les plus importants, Renan, le plébiscite de tous les jours, c'est ça qui constitue la nation. Mais écoutez, les Corses, non seulement ce plébiscite, ils l'ont réaffirmé tacitement tous les jours, mais ils l'ont réaffirmé de manière formelle à travers plusieurs élections en 2015, en 2017, 2 fois, c'est-à-dire aux territoriales et aux législatives. Alors, la nation corse, selon même les critères et la doctrine française, la nation corse, c'est une réalité incontournable, incontestable. Alors, cela n'a certainement pas convaincu M. Valls, que j'avais reçu à l'Assemblée de Corse en tant que président de cette institution. Évidemment, nous n'avons pas avancé beaucoup. Nous n'avons pas beaucoup avancé, mais nous avons obtenu quand même la fusion des 3 collectivités existantes, à savoir les 2 conseils départementaux et la collectivité territoriale de Corse. Ça, c'était une vieille revendication que nous avions. Mais enfin, nous n'avons pas avancé beaucoup. Quant à M. Macron, alors lui, il était très ouvert pendant la campagne électorale. Je l'avais rencontré quelques jours avant son élection en Corse. Il était très ouvert, très souriant, ça s'est passé très très bien. On était quand même un peu méfiant, parce que vous savez, nous avons payé pour être méfiants quand même aujourd'hui. Et ensuite, quelques jours après son élection, les choses étaient très très différentes. Il venait en Corse, non pas trop pour discuter avec nous, mais pour commémorer la mort du préfet Erignac, et à ce moment-là, il affichait une position absolument fermée, absolument contraire également au respect du suffrage universel. C'était un déni de démocratie absolue. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils ont refusé de nous rencontrer. Ah non, nous avons vu des quantités industrielles de ministres, soit en Corse, ils venaient nous rendre visite, soit à Paris, nous étions invités toutes les semaines presque. Mais évidemment, c'était de fausses discussions. C'est-à-dire que, comme souvent d'ailleurs avec M. Macron, les conclusions étaient déjà rédigées avant même que nous nous installions autour de la table. Donc, nous n'avons pas avancé et malheureusement, nous en sommes encore là aujourd'hui. Alors, nous avons dit à nos partenaires autonomistes, puisque nous étions encore partenaires au sein des institutions corses, nous avons dit, écoutez, il faut que nous manifestions autrement notre désaccord. Alors, nous ne proposions pas de revenir 20 ans en arrière, parce qu'il y avait un pas qui avait été franchi par le FLNC. Il n'était pas question de revenir de ce point de vue-là en arrière. Mais, par exemple, en ayant gagné toutes les élections, parce que nous avons gagné toutes les élections, y compris les élections syndicales, notre syndicat est le premier syndicat de Corse, très largement, les associations diverses de parents d'élèves, tout ce que vous voulez, il n'y a plus que des nationalistes qui sont aux responsabilités. La société corse, et c'est le fruit de cette bataille culturelle que nous avons gagnée, la société corse est convaincue aujourd'hui. Si nous décidons d'établir un rapport de force serein, mais réel avec l'administration française ne peut plus gouverner la Corse. C'est ce que nous avons expliqué à M. Simeoni et à ses amis. Il faut que nous prenions nos responsabilités, y compris nos responsabilités d'élus. Écoutez, si demain
les nationalistes mettent en œuvre de manière coordonnée tout ce dont ils disposent, c'est-à-dire bien sûr les élus dans les institutions de la collectivité, mais les élus dans les mairies, souvent des mairies très importantes, les élus consulaires, les syndicats agricoles sont tous nationalistes, le syndicat de salariés principal est nationaliste. Mais si nous voulons demain bloquer la Corse, eh bien, le préfet ne peut même plus sortir de sa préfecture. Il ne peut même plus sortir de la préfecture. Mais ça, nos partenaires autonomistes l'ont refusé, et c'est ce qui m'a amené à dire, dans une interview que j'ai faite pour un média breton, que cette majorité actuelle, à laquelle nous ne participons plus, a une attitude pusillanime. Oui, c'est ce que nous pensons pour notre part. Alors, en mot de conclusion, les objectifs que nous avions au moment où le conflit a démarré, où nous en avons pris l'initiative, ces objectifs, c'était empêcher la disparition du peuple corse à court terme, non pas à long terme, mais à court terme. C'était convaincre les Corses, c'était arracher quelques moyens institutionnels. Eh bien, globalement, ces objectifs de conflit ont été atteints. Le peuple corse est toujours là grâce au ciel et grâce à la lutte. Convaincre les Corses, c'est une chose faite, je vous l'ai dit. Arracher quelques moyens institutionnels, oui, dans les institutions, y compris universitaires. Pour nous, ça a été très important, la réouverture de l'université de Corse. Ce sont les buts de paix qui n'ont pas été atteints. En tout cas, pas complètement. Les objectifs de conflit l'ont été, mais s'agissant des buts de paix qui étaient, bien sûr, s'installer dans les institutions avec le vote des Corses, avec le suffrage des Corses, ça a été fait. Mais un nouveau statut nous permettant d'aller plus loin dans la souveraineté, cela n'a pas été fait. Et je vous ai dit que sur ce point-là, sur les moyens à mettre en œuvre, il y a de fortes divergences à l'intérieur du mouvement national. Donc il y a eu des victoires électorales, mais les victoires politiques se font toujours attendre. Je vous dirais en conclusion que, quel que soit le chemin que vous choisissez, et encore une fois, il n'est pas du tout question de notre part de vous donner le moindre conseil à cet égard. Nous savons, vous savez, nous savons que ce que nous représentons collectivement pour notre peuple, collectivement, une communauté avec sa manière particulière d'affronter la vie, d'affronter ses relations avec le monde, de concevoir ses relations avec le monde, cette manière de vivre, cette manière d'imaginer, cette littérature, cette nation poésie. Pourquoi pas, j'aime beaucoup cette expression, cette nation poésie qui, à mon avis, est le fait de toutes les nations, y compris d'ailleurs de la nation française. Je ferme la parenthèse, mais bien entendu, la nation, elle est dans la littérature, elle est également, bien sûr, dans les lieux qui nous sont chers et auxquels nous sommes attachés, elle est dans les cimetières, elle est dans les maternités, la nation. Et cette nation-là, elle vaut le coup que l'on se batte pour elle. Tout n'est peut-être pas à garder dans nos cultures respectives. Je connais 2 ou 3 choses s'agissant de la nôtre qui pourraient être éventuellement révisées, mais encore une fois, j'aime beaucoup ce mot de René Char. Notre héritage n'est précédé d'aucun testament. Donc ça veut dire que ce testament, c'est à nous de l'écrire, et aux générations futures, il appartiendra d'y apporter tous les codicilles nécessaires. Je vous remercie.